Maléfique, Shen, Syndrome ou encore Cruella. Encore une liste de méchants, tous plus iconiques les uns que les autres. Des personnages nous ayant marqués par leur écriture, leur caractère, leurs actions plus ou moins discutables, mais surtout leur charisme. Des traits que l'on retrouve également dans de nombreux autres méchants, qui pourtant n'ont pas reçu le même coup de projecteur qu'ils auraient mérité. Des méchants très peu cités, plus en retrait, voire carrément oubliés. Les méchants d'animation les plus sous-cotés, épisode 3, on va voir ça ensemble. Bad guy. Duh. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a énormément été demandée, suite au succès fulgurant de mon épisode 2 des méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation. Épisode 2 qui vous a énormément plu de par le choix de mes méchants, tels que le professeur Ratigan du Disney assez boudé Basile détective privé, Caraba la sorcière du film Kirikou, qui vous a énormément plu et vous a particulièrement touché par son histoire. Et enfin Trax du film d'animation plutôt inconnu, Osmosis Jones. Bref, je ne vais pas non plus vous faire toute la liste, mais si vous avez raté mes 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. En attendant, chers amis, pour tous les nouveaux qui débarquent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le monde de l'animation vous plaît. Sans oublier le like, le partage et le petit commentaire. Dans cette vidéo, on va donc parler de méchants de films d'animation, mis de côté, voire parfois oubliés. Mais s'il y a un truc qui n'est rien de tout ça, c'est bien le partenaire de cette vidéo. Et je suis très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de Rhino Shield et je vous en parle maintenant. Nous sommes le 24 novembre à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ce qui veut dire, chers amis, que nous sommes en plein Black Friday. Et quelle meilleure période pour acheter ses cadeaux de Noël, Ça tombe bien parce que chez Rhino Shield, vous pouvez dès à présent profiter des plus grosses réductions de l'année sur leur site. Tu as un smartphone, j'ai un smartphone, ma grand-mère Gisèle de 96 ans vivant en Meurthe-et-Moselle a elle aussi un smartphone. Mais vous n'avez pas tous la chance de posséder une coque Rhino Shield. Pas de soucis, avec le Black Friday, profitez de réductions allant jusqu'à moins 55% sur tous les accessoires de la marque. Compatible sur une centaine de modèles de téléphones de marques différentes, allant de l'iPhone 15 jusqu'au Nokia 3310. Ouais, non, peut-être pas à ce point. Je peux en profiter pour vous montrer mes coques assorties à mon téléphone. Là par exemple, je possède un modèle Solid Suite avec un motif de la gamme Pixar. Mais j'ai également l'une des coques de la gamme des 100 ans de Disney. Hop, clin d'œil à ma vidéo récente sur les films d'animation terrifiants. Je fais peur. Vous voulez du One Piece? Hop, du One Piece. Vous êtes plutôt fan d'espace? Hop, une solide suite sur la NASA et toute une ribambelle d'autres designs. Marvel, Naruto, Star Wars et même tes propres créations. Bref, de quoi vous contenter, je pense. Dans cette sélection de coques ultra résistantes, confortables et ajustées à votre smartphone, retrouvez donc la solide suite que je vous ai présentée, mais également la Clear si vous préférez un fond transparent, ainsi que le mode NX dont le verso est interchangeable à l'infini. Pratique, non? Sans oublier les protections écran anti-choc, maintenant dispo dans sa version anti-lumière bleue. Toutes les réductions sont directement sur le site de Rhino Shield. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur mon premier lien dans la barre de description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo et trouvez votre bonheur tout simplement. Merci Rhino Shield pour votre confiance et bonne vidéo à tous. Bien, plongeons-nous dans la nostalgie de chacun d'entre vous et laissez-moi vous parler de 3 méchants d'animation qui m'ont marqué plus jeune et qui mériteraient plus de reconnaissance. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers plus sombre, plus froid et plus cruel, avec un petit coup de projecteur sur les méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation, épisode 3. Générique. Avant de nous plonger dans le cas du premier méchant, j'aimerais rappeler 2-3 choses. Tout d'abord, cette liste de méchants traités ne relève que de mon avis personnel, de mon expérience et du regard que je porte au monde de l'animation. Je considère ces méchants comme sous-cotés, là où pour d'autres, ils ne le sont clairement pas. Mais ils ont tort, donc je m'en fous. Je plaisante. Ensuite, comme dans mes 2 précédentes vidéos, j'aimerais soulever un point étymologique. Si je vous parle de méchant ici, c'est avant tout une connotation simplifiée du terme antagoniste, qui selon la définition est le personnage se confrontant au héros de l'histoire, le protagoniste, de par ses idéaux, convictions ou actions. Donc le terme méchant ne souligne pas forcément le comportement du personnage, qu'on soit clair là-dessus. Les choses ne sont en effet pas si simples pour tous les cas traités. Et c'est pour ça que j'adore ce format de vidéo
vidéo. Mais commençons déjà par le premier de la liste, un personnage m'ayant profondément marqué plus jeune. Exus du film Ferngully, les aventures de Zack et Krista. Mais avant de passer à notre méchant, intéressons-nous d'abord au film dans lequel il apparaît. Ferngully, les aventures de Zack et Krista est un long métrage d'animation australo-américain réalisé par Bill Croyer et sorti en 1992. On retrouve ce réalisateur dans très peu de productions, mais il est connu pour son travail en tant qu'animateur chez Disney vers la fin des années 70. L'histoire du film se déroule dans la forêt tropicale de Ferngully, où vit une communauté de fées, dont Krista, une jeune fée curieuse et aventureuse. L'équilibre de leur environnement est cependant menacé par la déforestation causée par les humains. Zack, un jeune bûcheron, se retrouve réduit à la taille d'une fée après avoir été touché par un sort lancé par Krista. Il découvre alors l'existence de ce monde miniature et prend conscience des conséquences désastreuses de la déforestation. Et je vous jure que je ne résume pas le scénario d'Avatar, hein. Zack, quand il était encore de taille humaine et ne faisant que son travail, a involontairement marqué d'une grande croix rouge un arbre bien plus spécial que les autres, contenant une entité dangereuse. L'arbre où était emprisonné notre antagoniste de l'histoire, Exus. Lorsque le niveleur, une énorme machine manœuvrée par les bûcherons, a coupé cet arbre, Exus a été libéré. Dès lors, il comprit qu'il pouvait utiliser le niveleur pour semer la destruction dans la forêt tropicale de Ferngully. Avec l'aide de Zack, Krista tente de sauver leurs habitats naturels face à cette menace gigantesque. Bon, voilà en gros ce qu'il se passe en partie dans ce film. Je ne vais pas tout résumer car je vais avant tout focus sur son méchant. Dans le lore de l'histoire de Ferngully, les humains et les fées vivaient autrefois en harmonie, jusqu'au jour où Exus apparut pour tout détruire sur son passage. Mais il fut vaincu et emprisonné dans un arbre enchanté pour des centaines d'années. Maintenant libéré de sa prison de bois, cette entité maléfique n'a désormais qu'un seul but, détruire la nature, et ce, juste pour son bon plaisir. Ouais, je dois bien reconnaître une chose, j'ai dit dans mon premier épisode qu'il était rare de trouver des antagonistes méchants juste pour être méchants. Ben là, on tape dans le mille avec celui-là. À son stade le plus basique, après s'être libéré du bois de son arbre, Exus se présente comme un amas dégoulinant de boue toxique comme du pétrole. Au fur et à mesure de ses déplacements au sein de cette immense machine de destruction, sa forme évolue et grossit continuellement. Au départ affaibli, sa shape chaotique se réduit à une bouche animée sur un tas de boue. Mais en absorbant les toxines du niveleur, Exus croît rapidement pour retrouver sa forme habituelle. Une entité fumante aux yeux brumeux et à la silhouette plus ou moins humanoïde. Il choisit d'ailleurs cette forme car il est fasciné par l'humain, capable des pires atrocités en matière de destruction de la nature. Lui forcément, ça lui plaît bien et il va jouer leur jeu à son avantage. Il manipule alors les bûcherons pour les convaincre de se diriger vers la forêt de Ferngully. Et concernant cette forme humanoïde, composée de fumée toxique et d'huile goudronneuse, Exus nous offre l'une des meilleures chansons venant d'un méchant de film d'animation. Elle explose ma toxicose. Après avoir repris sa forme véritable, Exus se dirige vers Ferngully en utilisant le niveleur pour abattre tous les arbres sur son chemin. Lorsqu'il se prépare à enfin détruire la maison des fées, Krista s'oppose à lui courageusement. Malgré ses tentatives pour l'arrêter, elle se retrouve impuissante face au pouvoir supérieur d'Exus qui la repousse alors que le niveleur avance inexorablement. Zack, quant à lui, parvient à stopper la machine, privant Exus de son énergie et offrant ainsi à Krista un bref répit pour élaborer un plan. Malheureusement, leur victoire est éphémère car Exus émerge de la machine sous une forme ultime et gigantesque. Un être squelettique de feu et d'huile, recouvert de boue formant une sorte de grande robe, longeant ses bras puissants et son torse au cœur flamboyant. Et là les amis, on rentre véritablement dans l'un des aspects ayant le plus marqué les spectateurs. Ok, il y a eu sa forme plus groovy, la chanson était très cool, son design aussi, mais il était encore trop humain, trop lisse. Mais sa forme ultime, ah là, c'est autre chose. Une figure bien plus dangereuse, incontrôlable et surtout terrifiante. Exus est un méchant sous-coté. Voilà, je le dis, je l'affirme. Vous allez faire quoi? Mettre un commentaire? Oui,
faites-le, c'est très bien pour le référencement. Abonnez-vous aussi. Mais bref, pourquoi Exus est un méchant sous-coté? Eh bien, dans un premier temps, parce qu'il provient d'un film d'animation n'ayant pas tant fait de bruit que ça. C'est pas un Disney Pixar, ni un DreamWorks, donc très peu de chances de percer aussi facilement dans le game. Après, on va pas se le cacher, le film souffre de beaucoup de défauts. Mais nous, on se concentre surtout sur son méchant, qui lui frise la perfection. Exus est un antagoniste fascinant et emblématique. Sa représentation en tant qu'entité maléfique liée à la déforestation et à la destruction de l'environnement en fait un méchant très marquant pour les jeunes enfants en plein apprentissage du monde qui les entoure. Son apparence changeante, passant d'une forme d'huile toxique à une silhouette gigantesque et squelettique, renforce sa nature, imprévisible, menaçante, mais surtout pas si éloignée de la nôtre, le rendant d'autant plus mémorable. Ce qui rend Exus particulièrement intéressant, c'est sa symbolique en tant que manifestation des dommages infligés à la nature par les activités humaines. Il implique les conséquences néfastes de la négligence envers l'environnement et la nécessité cruciale de préserver les écosystèmes naturels. En somme, Exus est un méchant captivant en tant qu'allégorie puissante des défis environnementaux auxquels nous faisons face dans le monde réel. Et le film est sorti en 1992. Est-ce que les choses ont changé depuis? Non. À la fin du film, Exus est battu par Krista et les autres habitants de Ferngully, rongé de l'intérieur par une graine, faisant pousser un arbre gigantesque, devenant ainsi son éternelle prison. Une mort impressionnante et marquante qui ne fait que renforcer son histoire et son lore. Un bon moyen de démontrer que malgré nos tentatives de destruction, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Exus est un méchant sous-coté car on ne mesure que très peu l'importance qu'il peut avoir pour un enfant découvrant le film. Exus est pour moi l'élément le plus important à prendre en compte. Et il est suffisamment traumatisant pour réussir sa mission, celle de nous marquer. Il commence au départ dans une forme liquide, presque inoffensive et plus que misérable, se nourrissant de déchets polluants, pour ensuite passer à l'état gazeux, plus classe, groovy et charismatique, voire même séducteur, semblant intouchable même s'il est dépendant des gaz toxiques de la machine, introduisant son unique point faible. Sous cette forme, il possède un chara-design que je pourrais facilement comparer avec le Dr Facilier, méchant iconique du Disney La Princesse et la Grenouille, sorti en 2009. Très stylé et très jazzy. Enfin, celui-ci étant poussé dans ses derniers retranchements, Exus passe alors à l'état solide, sa forme la plus concrète, la plus dangereuse et la plus belle selon mon avis. Bien que je ne dise pas que la pollution est belle, juste que son design est incroyable, à la fois simple et terriblement efficace. À la fois monstrueuse, mais aussi très humaine finalement. Humanité que l'on retrouve dans son design final. Un squelette goudronneux rappelant les marées noires ayant exterminé bon nombre d'êtres vivants sur Terre. Un bon aperçu de ce qui pourrait nous attendre si on continue notre expansion sans fin. Ouais, non, franchement, la classe ce méchant. Et dire que 90% du temps d'écran initial du méchant a été réduit lors de la conception du film. Non, je ne plaisante même pas. Ce film aurait pu être tellement différent s'il avait un peu plus de budget et une équipe plus expérimentée. Ouais, je dirais que c'est plus le film en lui-même qui a flop, causant l'oubli de ce méchant qui mérite clairement ce coup de projecteur bien mérité. Mais en parlant de flop, tiens, serait-ce le cas du film traitant de notre prochain méchant? On va voir ça tout de suite. Rango est un film d'animation américano-britannique de chez Nickelodeon Movies, réalisé par Gore Verbinski et sorti en 2011. Réalisateur, producteur et scénariste américain, Gore Verbinski est connu pour ses longs métrages Mouse Hunt ou encore The Ring, mais surtout sur la trilogie Pirates des Caraïbes. C'est pas n'importe qui ce gars. Et oui, j'ai dit trilogie parce qu'il y en a que 3, et c'est très bien comme ça. Gna, tu te trompes, il y en a 5, mais je sais. Rango est quant à lui son seul long métrage d'animation. Animé en images de synthèse, sortant des carcans habituels du monde de l'animation avec sa patte très spéciale, il met en scène une reprise du genre western dont les personnages sont des animaux anthropomorphes. Il faut savoir que ce film est très spécial car d'un côté, il n'a été absolument pas rentable. Genre, il a rapporté à peine le double de son budget, ce qui est assez faible. Il n'a pas fait tant d'entrées que ça, et pourtant d'un autre côté, il a malgré tout arraché l'Oscar du meilleur film d'animation en 2012 après 4 ans de règne de Pixar. Ouais, bravo à lui.
lui. L'histoire tourne autour d'un caméléon domestique, Rango, se retrouvant égaré dans le désert de Californie après un accident de voiture. Il arrive à la ville de Poussière, une communauté habitée par des animaux anthropomorphes tout comme lui. Rango, des rêves de cinéma plein la tête et cherchant à devenir un héros légendaire auprès de ses parfaits inconnus, décide de mentir sur son identité, se faisant passer pour un véritable justicier. Ces mensonges l'entraînent à devenir le shérif de la ville, confronté à des problèmes d'eau qui menacent la vie des habitants. Il doit faire face à la sécheresse, aux bandits et aux mystères entourant la disparition de l'eau dans la région. Rango est une lettre d'amour au film de western, mais pas que. Un film que j'apprécie particulièrement pour son ton plus dur parfois, son esthétisme presque dérangeant et réaliste, et sa musique composée par Hans Zimmer. Un film que j'aimerais un jour traiter sur la chaîne, de manière plus analytique, car il a beaucoup à offrir quand on creuse plus loin. Bref, Rango nous offre de nombreuses références à des œuvres et des personnages connus, comme Clint Eastwood, directement présent dans le film d'ailleurs, mais aussi le plus intéressant pour notre histoire, car ayant inspiré directement notre antagoniste du film, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef a laissé une empreinte dans 2 grands films, pour quelques dollars de plus, où il incarne un chasseur de primes aux côtés de Clint Eastwood, et Le Bon, la Brute et le Truand, où il joue le rôle de Santenza, un mercenaire dans un contexte de guerre de sécession aux États-Unis. Qui de mieux donc qu'une brute impitoyable et sanguinaire pour inspirer notre grand méchant Jack LaMorsure. Put her down. Or what, little man? You're gonna kill me. Tout au long de l'histoire, le nouveau shérif Rango doit régler ce mystère autour du manque d'eau dans la ville. Un rôle lui montant vite à la tête. Jack LaMorsure, quant à lui, a été initialement introduit dans le récit par le maire de Poussière pour servir de tueur à gages, après avoir été mentionné à plusieurs reprises par les habitants de la ville, afin d'inspirer la peur du personnage au public. Bref, un méchant mystérieux et déjà effrayant avant même d'apparaître à l'écran. Jack débarque vers le milieu du film, alors que Rango commençait à perdre un peu la confiance des habitants. Et tel un ange de la mort venant le chercher, il confronte alors Rango et le démasque publiquement de tous ses mensonges après l'avoir provoqué en duel comme sont censés faire de légende de la gâchette. Jack LaMorsure est un crotal à dos de diamant de l'Ouest et il a la même apparence que le vrai serpent. Il a les crocs typiques d'un crotal qui contiennent un venin mortel et une longue langue noire et fourchue. Ses yeux sont d'un jaune orange aux iris enflammés pour rappeler qu'il vient des enfers comme il le prétend. Il a également une imitation de moustache faite d'écailles noires sur sa lèvre supérieure. Il porte un chapeau de cow-boy noir sur la tête et de nombreuses bandes de balles sur le corps. Un hochet de Gatling remplace son hochet naturel qu'il a perdu lors d'une bataille, probablement contre son pire prédateur, le faucon. La raison d'ailleurs qui explique son apparition aux 2/3 du film. Il a une Gatling à la place de sa queue. Une Gatling. Je sais pas ce qu'il vous faut le plus, mais moi je suis convaincu. Il a donc été engagé comme tueur à gages par le maire. Comme de nombreux antagonistes associés à la culture western, Jack présente des comportements asociaux importants. Il est cruel, vicieux, il utilise la violence pour menacer les autres et il n'a aucune pitié pour ses victimes. Bon, vous l'aurez compris, j'aime énormément cet antagoniste. Non seulement il pète la classe, son chara-design est juste impeccable d'efficacité, mais en plus, il remplit parfaitement son rôle de bon méchant. Contrairement à un mercenaire ordinaire qui tue des gens pour de l'argent, Jack, lui, est sadique et aime particulièrement son travail. Il semble exprimer du plaisir à inspirer la peur aux gens qui l'entourent et à provoquer la violence et l'humiliation. Cependant, et c'est là tout le sel de ce personnage, en tant que tireur d'élite de l'Ouest, Jack a également un sens aigu de l'honneur et fait preuve de respect envers les combattants qu'il considère comme suffisamment compétents et courageux pour se mesurer à lui. L'honneur, l'un des grands mots de ce film. Honneur manquant grandement à notre protagoniste Rango, exilé et seul lorsque Jack l'a révélé au grand jour. Mais Rango, ayant enfin découvert la source de tous les problèmes de la région durant sa quête de vérité, décide de retourner en ville pour se confronter à ses peurs. Grâce à un habile stratagème, il réussit à coincer Jack alors à court de munitions. Rango saisit l'occasion en pointant son revolver avec une seule balle directement sur le visage du serpent. Jack voit que la lâcheté qui était autrefois dans les yeux de Rango n'est plus et acquiert un nouveau respect pour lui, se retirant alors du conflit. On a donc une évolution très intéressante du personnage. Au départ mystérieux, apportant une menace inévitable et une peur dans l'esprit de notre héros. Puis provocateur en se montrant au grand jour, à la fois décisif, intelligent et vicieux, montrant de toute sa prestance son dégoût profond pour Rango. Mais à la fin de leur affrontement, Jack semble avoir développé du respect pour lui, le considérant comme la légende qui s'était lui-même forgé. Respect d'autant plus marqué
marquant car il est bon de rappeler que le Crotale est un super prédateur face au caméléon. Recevoir le respect d'un super prédateur, qui plus est une légende de la gâchette, ça n'est pas rien. J'ai également parlé d'intelligence et en effet, il semble que Jack ait des compétences pointues dans la collecte d'informations. Dès sa première rencontre avec Rango, il était au fait de toutes les histoires racontées par ce dernier pour se forger une réputation, incluant même les mensonges sur leur prétendue fraternité. Hello, brother. Toasty. Jack la morsure est un méchant sous-coté, car il représente pour moi une figure si importante du genre western, et même des méchants de la culture historique américaine en général, sans pour autant être vraiment cité. Souvent mis de côté, voire oublié, sûrement dû au fait qu'ils proviennent d'un film d'animation, j'imagine. Et oui, qui va citer Jack la morsure dans une thèse sur le mythe du western américain dans le monde cinématographique? Non, par contre, son inspiration humaine, oui pour le coup. Je pourrais aisément comparer Jack à la mort dans le chapeauté 2, un antagoniste certes ne faisant que suivre les dogmes de son libre arbitre, mais qui sert dans le scénario de levier pour exposer et magnifier la véritable nature enfouie du héros. Jack la morsure est évidemment bien plus puissant que Rango, bien plus grand, imposant, dangereux, mortel, au même titre que la mort avec Poté. Et pourtant, le héros réussit tout de même à l'emporter à la fin. Pourquoi? L'honneur tout simplement. Le courage, le respect de soi comme des autres, que des qualités que partagent ses antagonistes. Certes en quête d'âme à arracher, mais faisant cependant des concessions pour les cœurs vaillants, n'étant pas encore destinés à mourir. La différence entre les deux réside simplement dans le fait que la mort, elle, sera forcément gagnante quoi qu'il advienne pour Poté. Jack, lui, reste une créature mortelle, avec ses peurs et ses faiblesses, aussi rares soient-elles. Ses antagonistes sont les véritables architectes de ces héros, et contribuent malgré eux à leur renommée et leur succès. En résumé, Jack la morsure est tout simplement un méchant remarquable. C'est un personnage crucial pour l'évolution de l'histoire. Sa présence comme sa non-présence ajoute une dimension de danger et de tension, mettant en avant les défis auxquels Rango doit faire face en tant que shérif. Son caractère sournois et redoutable contribue à créer un climat de suspense tout au long du film. De plus, le design visuel de Jack, avec ses yeux perçants et son allure menaçante, renforce l'impact de son rôle en tant qu'antagoniste. Il représente un véritable défi pour le protagoniste et ajoute une couche de complexité à l'intrigue. Bref, tout ce qu'on recherche chez un bon méchant. Tout ce qu'on recherche chez un bon putain. Bref, tout ce qu'on recherche chez un bon méchant. Un chien chachant chaché. Moi, je l'adore, il est hyper charismatique et marquant, et c'est bien pour cela que j'ai voulu en parler aujourd'hui. One bullet. I tip my hat to. One legend to another. Mais en parlant de charisme, on va passer maintenant à un personnage bien plus sombre, froid et torturé. Un personnage qui a marqué de nombreux enfants et adolescents de ma génération, de par son rôle particulier dans notre vie à tous. Place au troisième méchant. Les 5 légendes est un long métrage d'animation 3D de chez DreamWorks, réalisé par Peter Ramsey et sorti fin 2012. Premier film de ce réalisateur et storyboarder américain, connu pour sa co-réalisation de Spider-Man New Generation en 2018. Les 5 légendes est inspiré de l'œuvre The Guardians of Childhood de William Joyce, une série de 5 livres illustrés dont je trouve leur design magnifique. Mais revenons au film. Film que je vous ai énormément cité sur la chaîne. Et promis, je vous en ferai une vidéo dédié, ne vous inquiétez pas. Les 5 légendes mettent en scène l'histoire de Jack Frost, un esprit farceur doté de pouvoirs de glace. Il est recruté par le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable pour rejoindre ce qui devient alors les 5 légendes, des gardiens mythiques existant depuis le Moyen-Âge, chargés de protéger les fêtes, les espoirs et les rêves des enfants du monde entier. Cependant, l'arrivée de Peach, un être maléfique qui cherche à plonger les enfants dans les cauchemars et à éradiquer la foi qu'ils ont en ces légendes, met en péril l'équilibre entre le bien et le mal. Les 5 légendes doivent alors unir leurs forces pour contrer les plans néfastes de Peach. Voilà pour le résumé du film. Et vous aurez remarqué que notre antagoniste arrive dès le départ dans l'intrigue de notre histoire, car il constitue la principale menace et la raison de ce pourquoi les 5 légendes ont été réunies. C'est parfait, ça veut dire qu'on va vite pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, un peu de contexte. Au départ, Jack Frost, notre héros de l'histoire, longtemps méconnu et en quête de son identité, devient
devient un élément de cette bataille pour protéger l'innocence et la croyance des enfants. Car là, tout repose l'enjeu du film. Notre antagoniste Pitch Black, que l'on appelle également le bonhomme 7 heures, Croque-Mitaine ou encore le roi des cauchemars, en a assez que les enfants ne croient pas en lui et n'en ait donc pas peur. Il décide alors de s'en prendre à la source du pouvoir des 5 légendes, les rêves des enfants, pour qu'ils cessent de croire en eux, que leurs rêves deviennent cauchemars afin de lui permettre d'exister éternellement. Autrefois redoutable durant les âges sombres de l'humanité, Pitch Black régnait en maître de la terreur, profitant de la peur et de l'obscurité régnant sur nous pauvres mortels avant l'avènement des gardiens. Cependant, l'arrivée de ces légendes, envoyées par l'homme de la lune pour apporter lumière, bonheur et espoir aux enfants, a diminué la misère et la terreur des cauchemars, affaiblissant ainsi le pouvoir de Pitch. Sa présence s'est amoindrie, le rendant presque invisible et inaudible. Isolé, opposé aux gardiens aimés et vénérés mondialement, ce sentiment d'oubli et d'abandon a renforcé une rancœur profonde envers eux. Maintenant, je veux que tu ailles prévenir tous les autres que notre heure est enfin venue. Pitch est un personnage élancé, mince et d'apparence presque fantomatique. Sa peau est d'un gris pâle, ses yeux dorés manquent d'éclat et sa chevelure noire et lisse est dressée en pointe retombant vers l'arrière de sa tête. Il est vêtu d'un simple manteau noir qui semble être tissé à partir d'obscurité ou de noirceur. Matière qu'il contrôle pour transformer les rêves d'enfants représentés par des créations en sable d'or en cauchemars sous forme de chevaux noirs et monstrueux. Si je peux néanmoins lui trouver un défaut, ça serait dans son chara-design, que je trouve trop simple, manquant de détails marquants. Pitch Black est un être empreint d'amertume, de jalousie, d'arrogance et de tromperie envers les gardiens, eux qui le prennent pour un mauvais souvenir, une illusion du passé. Ses interactions les plus fréquentes se font avec le héros Jack Frost, car il pense partager des similitudes avec lui. Bien que Jack, espiègle mais bienveillant, soit opposé à la malveillance extrême, la cruauté et la cupidité de Pitch. Également en tant que rival millénaire du marchand de sable, Pitch représente le mal absolu, contrastant avec les capacités et les couleurs opposées de son adversaire. En effet, considéré comme le roi des cauchemars, il se réjouit de transformer les rêves d'enfants apportés par le marchand de sable Sandy, surtout quand celui-ci est aux portes de la mort. Une fois Sandy défait, Pitch n'avait plus qu'à exprimer toute sa rage à travers le monde car plus rien ne pouvait l'arrêter. Plus rien? C'est sans compter sur les valeurs de Jack Frost et de la croyance encore existante des enfants envers les gardiens. Il suffit de un enfant pour y croire, symbole de l'espoir et de la lumière sur l'obscurité. En ne cédant pas à la peur, les enfants acquièrent le pouvoir de transformer le sable des cauchemars en sable des rêves. Mais au-delà de parler de la défaite de Pitch face au pouvoir de l'innocence des enfants, j'aimerais tout de même m'attarder à une scène très intéressante du film. À un moment, Jack Frost se retrouve seul en Antarctique, seul avec ses démons qui le tourmentent alors que tout espoir semble perdu. À ce moment, Pitch vient à sa rencontre. S'ensuit un affrontement qui ne dure que très peu de temps, car Pitch sait ce que traverse Jack à ce moment-là. Il sait que Jack se sent comme un paria, un être à part du groupe, seul, incompris et isolé. Tout comme Pitch Black depuis des siècles. Pitch souhaite que Jack le rejoigne, qu'ils forment une alliance afin de régner sur le monde, que les enfants parlent d'eux, par peur certes, mais au moins ils pourraient exister éternellement dans leur cœur. Jack évidemment refuse car son cœur pur l'empêche de suivre cette voie. Pitch brise alors son bâton magique en deux et projette Jack dans une crevasse, le laissant pour mort. Là où la scène ne pourrait évoquer qu'un simple affrontement entre le héros et son antagoniste, moi je ne vois qu'une profonde détresse entre nos deux personnages. Ils ont tous les deux raison d'être en colère, tristes, perdus et rancuniers. Pour le cas de Pitch, c'est dans sa nature profonde, il ne peut rien y faire. Il est né et conçu pour suivre cette voie-là. Conscient que personne ne peut le suivre à ses côtés, il s'est enfermé dans cette carapace de haine et de rancœur. Pitch est comme un enfant abandonné, élevé par ses propres soins. En l'absence de repères, né de la peur et de la souffrance des êtres les plus innocents qui soient, les enfants. Pitch est profondément seul, perpétuellement rejeté et incompris. Et oui, il ne réalise que des mauvaises actions, mais il ne peut malheureusement faire que comme ça pour exister. Je me doutais que ça finirait comme ça. Ils n'ont jamais vraiment cru en toi. C'est ce que je voulais te prouver. Moi, je sais ce que c'est. Je pourrais le mettre en parallèle avec la fausse mère de Coraline que j'ai traitée récemment. Elle n'est que malveillance et cruauté une fois sa vraie nature révélée. Mais c'est ainsi que les choses sont faites. Elle a besoin de vivre, d'exister et a donc besoin de se nourrir. Là où nous ne voyons que dégoût et terreur, de son point de vue à elle, ses actions sont parfaitement légitimes, telle une araignée ayant besoin de manger. Pitch Black traverse la même problématique. Pour exister, il doit exercer ce pourquoi il a été mis au monde. Certes, il peut tout à fait changer de comportement, de manière
manière de mettre en œuvre ses méfaits, mais il ne peut renier son rôle principal dans cet univers. Pitch Black est un méchant sous-coté, car déjà, le film en lui-même s'est pas mal pété la gueule au box-office, n'offrant pas la possibilité à ce méchant de se révéler au plus grand nombre. Je sais pas si c'est dû au sous-texte religieux du film qui n'a pas forcément plu, ou tout simplement faute à pas de chance. Peach a un énorme pouvoir de morale et d'apprentissage pour les jeunes enfants découvrant le monde des rêves et leur signification. Son sous-texte à lui explore la nature même de la peur et du pouvoir de la foi. Peach représente la fragilité de la confiance des enfants dans les légendes et la lutte intérieure entre la foi et le doute. Sa présence démontre comment la peur peut fragiliser la confiance en soi et à son esprit, mettant en danger l'équilibre entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Mais son sous-texte plus moderne réside également dans la peur de l'abandon, le rejet de la société quand on est dans un environnement moins propice, de la solitude, voire même de la dépression. En clair, un personnage plus profond que ce qu'il n'y paraît. Possédant certes le cœur le plus noir qui soit, mais tout de même un cœur. J'aimerais que les gens reconnaissent et comprennent bien mieux ce personnage, car sa méchanceté et sa psychologie est particulière à étudier. Et ainsi s'achève cette vidéo avec notre troisième méchant sous-coté du monde de l'animation. Je suis le croque-mitaine et vous aurez toujours peur de moi. Non. Non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous vous doutez bien qu'avec ces 3 épisodes, je prends un kiff monstre à vous parler de tous ces personnages iconiques à mes yeux. Et je sens que ça vous plaît également. Bref, je ne compte pas m'arrêter là bien évidemment. Il reste de nombreux méchants à traiter. Proposez-moi en commentaire d'ailleurs, je suis sûr qu'il en existe que je n'ai pas vu passer. Mais bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un partage sur mes réseaux sociaux et un commentaire. Et abonnez-vous si le monde de l'animation vous plaît, vous connaissez la chanson maintenant. Enfin, vous pouvez me soutenir financièrement en me faisant un don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description ou avec un super commentaire juste en bas à droite de la vidéo. Et je tenais également à remercier une nouvelle fois InnoShield pour leur confiance. Toutes les réductions sont directement sur leur site. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le tout premier lien de la description ou dans le commentaire épinglé. Sur ce les amis, je vous laisse. Regardez des films d'animation, prenez le temps de voir les choses du point de vue des personnages, même les plus difficiles. Prenez le temps de vous y intéresser, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!